au niveau du champ public, nous avons une obligation pédagogique de donner la bonne information au grand public. Et le ministre des Finances paie le salaire des personnes de l'État. Chacun des ministères gère leur carrière. Ça se passe comment? Ça se passe, le ministre de la Communication, qui est le chef de l'administration qui emploie Charles Atangana Manda, fonctionnaire de la République, eh bien, envoie au ministre des Finances l'indication faisant état de ce que M. Atangana Manda, ses états de service sont bons, il est au travail. Le ministre des Finances, il doit être payé parce qu'il a telle catégorie. Le ministre des Finances s'arrange dans ce que M. Atangana Manda soit payé conséquemment. Quand le signal est parti par le même mécanisme administratif disant que M. Atangana Manda doit aller en retraite, eh bien le ministre des Finances réagit dans la solde de M. Atangana en lui disant dès le mois prochain, eh bien vous n'aurez plus votre solde, n'est-ce pas, parce que vous êtes appelé, vous serez admis en retraite. Et ce qui se passe donc, c'est que il y a le parallélisme des formes sur le plan administratif. Vous êtes directeur d'administration centrale, vous êtes inspecteur général et que sais-je encore. Logiquement, tant qu'un acte administratif vous déchargeant de vos fonctions n'est pas posé, que personne ne vous mette l'anathème dessus parce que vous continuez à y rester. Et qui doit enclencher cet acte-là? Naturellement, ce sont les différents chefs des départements ministériels qui emploient ce personnel de l'État. Et le chef de ces membres du gouvernement, le chef de ces chefs des départements ministériels, c'est bel et bien le Premier ministre. Il a donc instruit au gouvernement d'obéir aux directives de la hiérarchie gouvernementale. Je crois que c'est d'une limpidité, j'ai envie d'ajouter, basique. Alors, c'est peut-être limpide, professeur Mathias Onanguini, mais sur le terrain, au niveau de l'applicabilité, on est loin de le faire. Oui, entre la règle affichée et la règle appliquée, il y a un écart. Maintenant, ce dont il s'agit impose que dans la chaîne hiérarchique de l'exécutif de l'État, qu'on commence par le sommet à faire tout ce travail de suivi et de monitoring pour que précisément tous ceux qui sont en âge de retraite aillent effectivement à la retraite pour être cohérent. Ça veut dire que le chef du gouvernement, le président de la République commence, le Premier ministre continue, les ministres ensuite suivent. Et ça permet donc effectivement, on réduise l'écart entre la règle affichée et la règle appliquée. C'est un élément essentiel pour le fonctionnement de l'État que ces exigences-là soient respectées. Parce que l'État a aussi une obligation d'assurer, pour montrer que l'État est au service de tous. Si vous y avez fait carrière, il y a un moment où vous devez arrêter, et puis pour que ça se renouvelle, pour que de nouveaux personnels soient recrutés, et pour que l'État continue, parce que l'État continuera au-delà de chacun d'entre nous. Alors, l'État continuera au-delà de chacun d'entre nous. Maître Mambayi, comment comprendre que certains directeurs, ou alors hauts commis de l'État, tout à l'heure, Atangana Manda nous disait, au niveau des finances, on arrêtait le salaire, mais ils sont toujours aux affaires et ils s'accrochent. En réalité, qu'est-ce qui attire? C'est les avantages qui sont liés à des fonctions. Sinon, les gens ne resteraient pas. Parce que dès que le robinet s'arrête de couler, qu'est-ce que la personne ferait encore? Elle n'aurait plus le moyen de pouvoir se mouvoir, de pouvoir travailler. Mais en réalité, en posant votre question, ça interroge sur plusieurs autres, n'est-ce pas, paliers. Je m'explique. Il y a un problème d'égalité, n'est-ce pas, devant la loi. Parce qu'il y a notre régime qu'on a développé au Cameroun, le régime de prorogation. Voilà. Parce que pourquoi comprendre qu'à un tel, c'est une prorogation sélective. Sélective. On en vient. Pourquoi? Parce que ça pose un problème d'égalité. Si nous sommes tous égaux, de manière mécanique, quand il faut partir à la retraite, nous tous nous partons. Parce que si les gens s'accrochent, parce qu'ils se posent la question, pourquoi tu es à côté de moi, cela ne part pas. Maintenant, et puis il a très bien fait de le dire, on ne peut pas inverser la charge du départ à la retraite, ce n'est pas possible. Le Premier ministre simplement a attiré l'attention des responsables, mais qui gère le personnel de l'État? C'est la fonction publique. Et dans chaque ministère, il y a une direction du personnel qui doit pouvoir maîtriser les effectifs, n'est-ce pas, du personnel d'un ministère. Ça pose un problème de responsabilité. Mais maintenant, j'aurais pu faire une petite proposition. À côté de, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y a cela quelques années, on a vu ce qu'on appelle l'engagement décennal.
signé par certains fonctionnaires, c'est là quelques années. On aurait pu faire aussi, n'est-ce pas, au moment où vous rentrez dans la fonction publique, un engagement pour la retraite. Pour dire quoi? Pour dire peut-être 6 mois avant, dès que je m'engage à partir. Oui, je m'engage à partir. De parce que 6 mois avant, c'est vous-même qui soignez la sonnette d'alarme pour dire je suis sur le départ. Trouvez quelqu'un pour venir me remplacer. Et pendant que je parle de ça, ça pose un autre problème de cumul de postes. On a vu des gens partir là et maintenir notre poste ailleurs. Parce que dans la bonne gestion des effectifs, il faut qu'on soit conséquent. Quand quelqu'un est parti quelque part, il faut bien qu'on le remplace. Et à côté de ça, aujourd'hui, parlons simplement. L'administration camerounaise est vieillissante. Mais si tous ces gens partent, nous sommes en train de vouloir les faire partir. On n'est pas sûr de ce qu'on va trouver les gens pour les remplacer. Ah non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous sur cette question. Je crois qu'il y en a. Mais il y a ce problème, Georges-Alain Boyomo, discriminatoire, parce qu'on accorde des rallonges aux uns, mais aux autres pas. C'est un problème. Tout à fait, et je pense que c'est un problème qui doit être réglé comme celui des différents statuts des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont à 60 ans, il y en a qui ont des statuts spéciaux comme les magistrats, il y a des gens qui ont des statuts particuliers. Je pense qu'il faut harmoniser l'âge de départ à la retraite. C'est un vieux problème, tout comme celui qui est soulevé sur ce plateau, c'est-à-dire, moi je ne vais pas sauter au plafond parce que le Premier ministre a signé une circulaire et tout. Il faut dire aux téléspectateurs de Canal 2 que depuis sa nomination le 30 juin 2009, le Premier ministre en avait fait son principal cheval de bataille, cette affaire de départ à la retraite. D'où vient-il que c'est au troisième, parce que nous sommes au gouvernement Yang 3. Il y a eu Yang 1, Yang 2, Yang 3. On en reparle comme si c'était forcément nouveau. Moi, ça ne me fait pas pavoiser. J'ai suivi les explications de Charles Atanamanda. Peut-être dans ses multiples titres, vous n'avez pas dit qu'il est ancien, c'est le com du ministère de la fonction publique. Donc, il sait de quoi il parle. Merci beaucoup. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut interroger le rapport de Cameroun à la retraite. Simplement, le professeur Onan Guinée à côté. Ouais. Manifestement, les gens ne veulent pas aller à la retraite. Les gens ne sont pas pour un renouvellement et de la classe. Voilà. Est-ce que la retraite est encore perçue dans bien des cas comme une sanction? Et moi, je vais étendre ça, n'en déplaise à ton mandat. Même sur le plan politique, vous voyez ce qui se passe. Il y en a qui estiment que la retraite, c'est une sanction. Et si vous voyez bien notre classe dirigeante, de manière générale, si je prends au hasard, par exemple, la région de l'extrême nord, quel est le taux de renouvellement de la classe politique dans l'extrême nord? Mettez-vous à la place des gens qui contribuent. La classe politico-gouvernementale, si vous voulez. Quel est ce taux de renouvellement? Moi, mettez-vous à la place de ces populations qui subissent Amadou Ali depuis longtemps, Cavaille, Ayan Luc. Non, posons-nous les questions. Il n'y a pas de l'extrême nord. Voilà. Mais ils sont peut-être très minoritaires, mais il y a aussi des départs à la retraite volontaire. Oui. Ça existe. Je vous dis, il y a aussi des gens qui vont volontairement à la retraite. La retraite anticipée. Oui. C'est-à-dire que, je vous dis, monsieur Bouba. C'est pour ceux qui occupent comme poste. Non, je vous dis, il y en a qui ont. Je connais un secrétaire général qui, lorsque son âge d'aller en retraite est arrivé, il est parti de son bureau aux environs de l'immeuble Rose. Peut-être avec pas de fonction. Je vais intervenir un peu. Je voudrais d'abord, je remercie Georges-Alain Boyomo, le rédacteur en chef, parce que c'est dans sa fonction de journaliste, le journaliste est avant toute chose l'historien de l'instant. Effectivement, les 7 ans que je passe au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, comme responsable, le patron de la communication, j'ai beaucoup appris du fonctionnement administratif dans notre pays. Et c'est pour cela, souvent, quand je retrouve l'espace public, j'écoute des gens qui disent des choses et leur contraire, et parfois qui sont loin de la plaque de ce qu'il faut dire aux Camerounais. Nous avons il y a une typologie. Il faudrait établir, messieurs, je vous invite à établir une typologie en matière de mise à la retraite. Je prends le premier cas, le cas de ces dispositions exceptionnelles. C'est une disposition réglementaire. Quand vous prenez le statut général de la fonction publique de l'État du Cameroun, eh bien, il donne ce statut-là, privilège exceptionnel et de droit au président de la République, chef de l'appareil administratif de l'État. Cela n'est pas souvent dit aux Camerounais. Le président de la République, c'est le chef de l'appareil administratif de l'État. Est-ce qualité en cela, il lui est donné privilège exceptionnel. Voilà ce que dit le statut général de la fonction publique de l'État. De pouvoir dire, au regard des états de service de M. Charles Atanamanda, eh bien, lui qui doit aller en retraite pour l'instant à 55 ans, a parvenu au terme de ses 55 ans et à la demande du chef de l'administration qui l'emploie,
parce que le chef de l'appareil administratif de l'État, le président de la République, n'agit pas de lui-même. Le chef de l'administration qui emploie un haut fonctionnaire ou un fonctionnaire simplement, eh bien, demande une prorogation au patron de l'appareil administratif de l'État. Donc, je voulais dire que il s'agit pas, sortir maintenant, il s'agit pas des ragots de quartier où il faut dire il y en a qui ont des privilèges, il y en a qui n'ont pas. Non, c'est une disposition réglementaire. Maintenant, on peut discuter sur le plan de revoir les textes ou pas. La loi est là, il faut l'appliquer d'abord. Deuxièmement, je termine par un aspect qu'évoquait à juste titre Georges-Alain Boyomo. C'est des éléments importants. Et là, monsieur le règle, vous êtes utile au grand public. Je veux dire que, de mon point de vue, il y a ce qu'il faut dire, le Conseil national. Est-ce que vous savez, monsieur, qu'il y a un Conseil national de la fonction publique, présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, en matière, par exemple, d'harmonisation des différents statuts. Nous sommes ici sur ce plateau, moins 2 fonctionnaires. En voilà un qui va en retraite à 60 ans, et moi, je devrais aller en retraite à 55 ans. Vous voyez déjà qu'à partir de là, vous avez des enseignants de niveau BPC qui sont sortis de l'ENIEJ qui vont à retraite à 60 ans. Vous avez des administrateurs civils principaux hors échelle il faut également dire que ce conseil qui vont arrêter à 55 ans. atteint de tous les syndromes de tous les conseils. Je termine donc en vous disant, on est d'accord. On est donc d'accord que le Conseil national de la fonction publique a planché sur ce travail, sur cette affaire-là il y a peut-être 2-3 ans. Et notre rôle à nous est naturellement de sensibiliser, d'envoyer les signaux au chef de l'appareil administratif de l'État pour dire précisément qu'il y a un problème d'harmonisation de l'âge de départ à la retraite et que c'est de bon sens que ça soit regardé. Monsieur Bouba, je veux vraiment respecter c'est des jures que l'on fait maître d'école. Non, écoutez, il y a un BPC qui va à 60 ans. Mais il y a des cercles comparatifs. Pascal, vous avez l'âge de l'exagération. Non, ce n'est pas l'âge de l'exagération. Regardez un peu. Quelqu'un qui est pour les fondamentaux de la société, pour le modélage de l'homme, vous comprenez. Qu'il est moi qui avais la parole. Il est devenu avec le parti du coup moyen 2 et qui le fait avec aisance éclatée. On est d'accord. Quelqu'un qui travaille de lundi à dimanche, vous pouvez parler de ces choses. Il y a très peu de temps de repos. Pascal, suivez-moi. S'il vous plaît. Moi-même, je suis fils d'un enseignant retraité aujourd'hui. Mon père, M. Pascal Atangana, était un simple instituteur, donc d'enseignement. J'ai beaucoup de respect, monsieur Dupema, et mon père est un des plus grands intellectuels que j'ai vu dans ma vie. D'accord, on vous a compris. Je n'ai aucune leçon à recevoir de vous en matière de respect des instituteurs. J'ai dit ceci, il y a des 5 comparatifs. D'accord, on vous a compris. Mais il y a ce problème de prorogation quand même sélective qui demeure un problème réel. Oui, je voudrais dire, même comme mon assemblée, n'est-ce pas, adoubé, n'est-ce pas, ces prérogatives chefs de l'État, nous sommes légalistes, mais je dis simplement, il n'y a aucune disposition interne qui puisse déroger à la Constitution. Quand je parle du principe d'égalité, je parle d'un principe constitutionnel, je suis désolé. Il y a le Code général de la fonction publique, je dis, ce n'est pas une disposition, n'est-ce pas, qui peut être contraire à la Constitution. Dès qu'une disposition est contraire à la Constitution, vous convenez avec moi qu'elle est d'abord réputée nulle. Il faut qu'on soit d'accord. La violation. Je dis qu'il y a violation d'un principe d'égalité. Et c'est un problème de droit de l'homme. Pourquoi un tel irait à telle période? Parce que, n'est-ce pas, sur le plan discrétionnaire, on a estimé qu'il a rendu des non-services, qui ne rend pas un service. En anglais, on parle de civil servants, les gens qui ont décidé de se mettre au service du public. Ça a réglé la question ainsi. Mais tout à l'heure, on a semblé tomber sur moi quand j'ai évoqué le fait qu'on peut être vieux et être utile encore. Parce que j'estime, il y a un proverbe, je ne sais pas si c'est un principe pour vous qui êtes des sachants, qui veut que si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Les vieux peuvent être encore utiles. Et je voulais juste dire que même sur d'autres cieux, la question des retraites n'a pas encore été totalement réglée. Même en France, toujours, on discute sur l'âge de départ à la retraite. Parce qu'à un certain moment, c'est rendu à l'évidence qu'il y a des gens qui sont productifs quand ils vieillissent, un peu comme du bon vin. Mais je dis quand même, et ça je rejoins maintenant mon cher ami, même quand on n'a pas été d'accord sur tout, il faut quand même harmoniser l'âge de départ à la retraite. Parce que chacun donne de son intellect, de sa productivité. Pourquoi un tel partira à 50, l'autre à 55, l'autre et puis à 60. Sur le régime de prorogation, je dis, pour ma part, c'est
c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant parce qu'il y a des gens qui en ont profité et qui, à la fin, se sont éternisés là. Ils ne sont jamais partis. Alors, Georges Alain, il y a quand même un mécanisme pour résoudre ce problème d'expertise. Maître dit des choses très intéressantes, mais vraiment, quand on dit que ces gens qui sont atteints par l'ennemi doivent effectivement aller en retraite, ce n'est pas pour les jeter dans la poubelle. Vraiment, il y a des mécanismes comme le procès, il y a la consultance, l'expertise et autres. Ce n'est pas pour les jeter. Ce que nous dénoncions, c'est que qu'il y ait des gens dans la République qui se considèrent comme des personnes indispensables alors que les cimetières sont pleins de gens qui pensaient l'être. Donc c'est ce que nous dénonçons. Et ça commence très haut. Bon, je ne vais pas dire que ça commence très haut, ça commence quelque part. Ça commence quelque part, mais de toute façon, ce sont des problématiques à adresser. Le Premier ministre est interpellé, mais je crois que plus haut également, on peut faire, surtout en ce qui concerne des décrets, tous les décrets ne sont pas pris par le Premier ministre. Ces responsables qui sont nommés dans les ministères. Il y a des ministères où c'est vraiment pas tant. À un moment donné, je ne sais pas si c'est toujours le ministère de la Communication. Mais je pense que... Mais à côté de ça, il y a le problème de la maîtrise des fichiers du personnel de l'État. Et contrairement à ce que Maître a dit, il y a un important vivier de jeunes qui ne demandent qu'à travailler. Là encore, Charles, il est parmi les plus jeunes au ministère. Voilà. Ok, on va marquer avec votre permission et la collaboration de la régie une autre pause, tout en signalant à nos internautes qu'ils peuvent continuer à réagir sur notre page Facebook. On parle d'environ 8000 vues déjà depuis le début de ce programme, des réactions. Donc, continuez à réagir sur notre page Facebook. On prend une autre pause, juste une respiration. On se retrouve derrière pour parler sport. On parle d'entraîneur maintenant. Quel entraîneur pour les Lions indomptables du Cameroun? L'appel à candidature a été lancé la semaine dernière. On a enregistré environ 270 candidatures de part et d'autre pour postuler au poste d'entraîneur-sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Au finish, une short list de 5 retenus pour le coach sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Une délégation qui, depuis hier, séjourne déjà du côté de l'Europe pour aller auditionner les 5 de la short list. Alors, je commence par vous, Georges Alain. Cette semaine, mutation a titré le ministre des Sports s'accapare, fait une main basse justement sur l'équipe nationale. C'était pas exagéré? Non, c'est pas exagéré. Là aussi, il n'y a aucune exagération, aucune hyperbole. Je pense que tout le monde ici sait qu'il y a eu un Comment décret. Comment cela se matérialise? Alors, il y a un décret qui a été pris en 2004 qui organise la gestion des équipes, 2014 précisément, en septembre 2014, qui organise la gestion des équipes nationales. Et ce décret a dit clairement, d'ailleurs le ministre des Sports lui-même l'a dit devant la représentation nationale, que c'est à la FECAFOOT de choisir le coach d'entraîneur, le sélectionneur national. Sauf que là, il y a une commission qui est constituée. Et on remarque que dans cette commission, le président est un haut cadre du ministère des Sports. Le rapporteur également est un haut cadre du ministère des Sports. Alors quand vous tenez ces deux postes dans une commission, on a souvent travaillé dans des commissions, ce sont des postes stratégiques dans une commission. Mais il faut préciser que les membres de la FECAFOOT faisaient partie de cette commission. Alors il y a je pense, le directeur technique, le directeur technique national et son adjoint. Mais quand vous avez le rapporteur, quand vous avez le président dans une commission, je crois que vous tenez l'essentiel des pouvoirs dans cette commission-là. Maintenant, je crois au niveau des ministères des Sports, ils reconnaissent que pour des raisons de célérité de diligence, ils ont dû arrondir les angles avec la FECAFOOT. Je ne sais pas si ça s'est fait de manière correcte, mais étant donné que cette commission a été acceptée par le président de la FECAFOOT, certains disent que c'est parce qu'il est un peu fragilisé, il ne peut rien refuser de ce qui vient du gouvernement. Peut-être ils ont raison, mais l'essentiel peut-être au bout du compte, c'est qu'on ait un coach qui est à la hauteur de la réputation des Lions indomptables. Déjà, le nombre de candidatures montre bien que cette équipe est toujours bien cotée à la bourse des valeurs. Et on attend simplement que cette sélection, peut-être elle est même faite, puisque de toute façon, on a l'impression simplement que c'est une mise en scène, que c'est une espèce de parodie, et que le choix est déjà fait. Maître Mamaï, c'est connu de tous. L'organe technique choisit l'entraîneur, dont la FECAFOOT.
c'est le ministère qui paye l'entraîneur au Cameroun. Comment vous voyez la mainmise, on va dire, entre guillemets, du ministère sur le choix de l'entraîneur? Là, vous me donnez du pain béni. Et vous me donnez l'occasion, n'est-ce pas, de faire plutôt une introspection sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Tout à l'heure, vous avez annoncé la couleur en disant que j'étais membre de la Chambre de conseil d'arbitrage. Et je dis simplement, comme légaliste, vous avez abordé la question de la nationalité, mais je vais aller au-delà de votre question. Aujourd'hui se pose un problème d'une décision qui a été rendue et qui, pour beaucoup de Camerounais, semble avoir été annulée par le responsable en chef du ministère des Sports. Moi, j'ai dit, il y a problème, il faut restituer la vérité aux gens. Et c'est la raison pour laquelle nous acceptons venir sur des plateaux comme ceux-ci. À la réalité, il faut bien distinguer l'autorité administrative, n'est-ce pas, et de l'autorité judiciaire. Les décisions qui sont prises par la Chambre de conseil d'arbitrage, mises en place par une loi, ne sont vraiment pas déférables devant une autorité administrative. Il faut distinguer ces deux-là. C'est pour dire quoi? Qu'un ministre des Sports, futur ministre des Sports, ne peut pas annuler une décision juridique et de justice. Dès qu'on l'a dit, maintenant, ça repose le problème de la légitimité, n'est-ce pas, de celui qui est à la tête de la Fédération camerounaise. Tout à l'heure, vous vouliez faire le distinguo entre le ministère et la Fédé. Pour moi, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Mais sur le plan hiérarchique, on se pose la question. Il y a des autorités administratives d'un côté, il y a les fédérations. Le régime des fédérations, c'est vraiment le régime associatif. Une association doit pouvoir se mouvoir, avoir son président, n'est-ce pas, pouvoir s'autogérer. C'est ce que la loi de 2014 est venue préciser. Donc, à partir du moment où c'est le président de la Fédération camerounaise de football qui nomme l'entraîneur, il me semble, et c'est là où le bas blesse, qu'on dise que lui nomme et que de l'autre côté, c'est le ministère qui paye. Maintenant, celui qui tient l'argent tient le pouvoir. Il est bien normal, à l'occasion de la mise en place d'une commission, que c'est lui qui tire les leviers. S'il a mis en place le président et puis le rapporteur, ça veut dire à la réalité, il tire les ficelles. Mais moi, je vais plus loin et je dis, il y a un problème, il faut simplement rétablir la légalité. Si c'est la Fédération camerounaise qui recrute son entraîneur, il faut qu'il se donne les moyens de pouvoir payer comme ça se voit sur d'autres cieux. Et en ce moment, on verrait très bien la séparation qui existe entre le ministère et la Fédération. Et j'ai dit tout à l'heure, par rapport à la parole que vous m'avez donnée, remettons les choses dans leur ordre. Il n'est pas normal que dans un pays sérieux comme le nôtre, n'est-ce pas, dans un pays de droit, qu'on dise qu'une décision de justice puisse être annulée par une autorité administrative. Je dis c'est faux. Et je souhaite, à un moment donné ou à un autre, que les gens apprennent à respecter les décisions de justice. Ça a été très récemment le cas. Et puis, le professeur Molekombi, qui est un juriste, peut-être va rectifier le tir. Avec, n'est-ce pas, la décision dont a bénéficié Sam Bender, car n'a pas pu être exécuté par l'ancien ministre, sous le prétexte que j'exécute tant que je veux. Donc, rétablissons les choses dans leur ordre, revenons dans les situations qui sont gaies et pour lesquelles tout le monde peut se retrouver. La légalité d'une décision ne peut s'apprécier que par rapport au contexte. Que les Camerounais apprennent à respecter les décisions de justice. Et c'est comme ça donc que les gens peuvent tirer profit du pouvoir qu'ils ont parce que la loi leur aura donné ce pouvoir. Le président de la Fédération camerounaise peut jouir du pouvoir que lui donne les dispositions de la loi de 2014 qui fait un distinguo, qui fait la séparation, n'est-ce pas, dans le choix de l'entraîneur. Et dès qu'on aura pu choisir l'entraîneur, maintenant interrogeons-nous. Le choix se fait comment? Faut-il comprendre toujours qu'on va, comme pour certains dire, on va aller chercher le sorcier blanc? Est-ce qu'il y a les compétences chez nous? Moi, ce que j'interroge, c'est la qualité de l'entraîneur. Mais allons beaucoup plus loin. Tel que nous sommes en train d'aller dans la décrépitude. Pourquoi cette décrépitude? Il y a cela quelques années, il me semble qu'à côté du stade de Omnisport, il y avait un Fandana qui avait été réservé, n'est-ce pas, pour la construction d'un stade. Un ministre de la République a bradé tout ce patrimoine et personne n'y a jamais, ne s'est jamais interrogé. Okay. C'est ça que nous sommes dans cette décrépitude-là. On ne va pas aller dans tous les sens. Moi, je préfère y aller. Au niveau de la légitimité du président de la FECAFOOT, quand on voit un peu le politique mixé, professeur Mathias Eriou-Wanangini, ça doit prendre une autre tournure. Oui. Vous avez servi à mettre un ballon qui n'a pas manqué de mettre fort et de plus de voler. Bon, voyons le cours des choses et on conclura. Maintenant, je pense que le débat essentiel qui est posé ici, le débat n'était pas le débat sur la validité ou la non-validité. La légitimité du président de la FECAFOOT, c'était celui de l'entraîneur. Je crois qu'en réalité, on s'inscrit dans une perspective qui stratégiquement va nous fragiliser parce que telles que les choses sont faites, évidemment, cela aura tendance à maintenir le courant de l'extraversion. Nous avons eu 18 entraîneurs venant de l'étranger, 7 Français, 4 Allemands, 4 Yougoslaves, 1 Espagnol, 1 Néerlandais,
un Russe, un Portugais. Bon, dans ces conditions-là, on ne peut pas établir une expertise nationale. Je pense qu'à des moments précis, il faut privilégier le national pour se donner au fur et à mesure la compétence. Si un national n'est pas satisfaisant, on en sélectionne un autre. C'est ça qui fait que d'ailleurs, à certains niveaux, nous ne pouvons pas être compétitifs. Si vous prenez la Coupe du monde de football, de 1930 à 2014, chaque pays qui a gagné avec un entraîneur national. Je serai même prêt à tous vous les citer. Et vous verrez que l'entraîneur est toujours issu du pays qu'il mène à la victoire. Si nous avons l'ambition de gagner la Coupe du monde de football un jour, je vous dis que c'est avec un Camerounais que nous la gagnerons. Alors, Charles Tangalamanda, quand on regarde sur la dernière ligne droite, les 5, il y a un Camerounais. Quelles sont les chances de ce Camerounais? Écoutez, je voudrais espérer que ces chances furent maximales. Je prends la fin du propos de Mathias Eric Onangini, propos hyper pertinent. Moi, pour une fois, une fois n'est pas coutume. C'est pas toujours que je partage le même regard de Mathias Eric Onangini. Cela dénote de mon objectivité plusieurs fois prouvée. Je dis à monsieur Onangini, je complète donc en lui disant, oui, chers compatriotes, les Lions indomptables du Cameroun a pris les Lions indomptables du Cameroun, point, avec Samuel Eto'o-Etechera, gagne justement la médaille olympique en football, avec qui? Avec un entraîneur camerounais, Jean-Paul Akono, que je salue la main sur le cœur avec toute l'affection bien requise. Et je veux dire que de toutes ces écoles, donc, moi je voulais parler de l'école yougoslave, l'école russe, on a eu des satisfactions. Eh bien, l'école allemande, tout le monde a vu la controverse, Otto Pfister, Volker. Un entraîneur? C'est ce que nous déplorons. C'est que quand il y a un problème, il faut toujours trouver un bouc émissaire. Et chacun choisit sa brosse à dents avec laquelle il va faire. Lorsque Mutation sur 2 journaux quotidiens parle de main basse, le texte est clair en 2014. Non, l'autre c'était pire encore. Alors maintenant, vous avez annoncé le sorcier blanc, que Bebidou annonce le sorcier blanc. Oui. Et là, maintenant, quand ils font des faits, ils sont têtus. En 2014 et en septembre, le chef d'État met en place la gestion des équipes nationales et donne celle-ci à la FECAFOOT. Quand elle veut réunir de son comité, écrit au ministre des Sports pour lui dire, veuillez désigner deux cadres de haut rang, deux responsables de haut rang pour une commission que je veux créer ici. Le ministre désigne 2 personnes, ne sait pas ce que le président de la FECAFOOT va en faire. Et ça dit que nous subissons la constitution de la commission dans les journaux, comme vous et moi. C'est-à-dire que c'est sur le net que nous savons que M. Tado est le président de cette commission. Parce que c'est le président à la tête des Lions indomptables. Donc, je réponds maintenant à votre question pour dire, les responsables sont là à la croisée de l'histoire. Et quand vous regardez à côté de nous, vous verrez bien que des pays tout récemment qui ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations l'ont gagné étant entraînés par des nationaux. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, est-ce un sorcier blanc qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire tout récemment? Hervé Renard était là, mais très appuyé, très appuyé. Il est venu terminer un travail qui avait été suffisamment commencé par François Zahui. Nous sommes tous d'accord là-dessus. François Zahui, merci au Onangini. François Zahui aurait pu gagner tout seul, n'avait pas besoin. Donc, je termine en disant que, de mon point de vue, foi de citoyens de ce pays, il y a d'abord une fierté camerounaise. Je souhaiterais maintenant, donc, si nous décidons de repartir à une autre école occidentale, eh bien qu'on prenne vraiment un entraîneur qui peut s'arrimer à l'efficacité et à la gagne que nous voulons voir retrouver au sein des Lions indomptables. S'il faut encore aller prendre un entraîneur qui viendra chercher la voie pour permettre aux Lions de gagner, de tâtonner encore, je pense qu'on se sera suffisamment trompé. Et donc, la problématique restera celle, in fine, de repérer à nouveau un entraîneur camerounais pour mener à la victoire les Lions indomptables du Cameroun. Voilà le Alors Pascal Atangana, est-ce que le ministère des Sports, Éducation physique, a eu, on va dire, la même base sur cette commission? Est-ce qu'elle a manœuvré pour, au finish, avoir un entraîneur? C'est ce que nous déplorons. C'est que quand il y a un problème, il faut toujours trouver un bouc émissaire.
Et chacun choisit sa brosse à dents avec laquelle il va faire. Lorsque Mutation sur 2 journaux quotidiens parle de main basse, le texte est clair en 2014. Non, l'autre c'était pire encore. Alors maintenant, vous avez annoncé le sorcier blanc, que Bebidou annonce le sorcier blanc. Oui. Et là, maintenant, quand ils font des faits, ils sont têtus. En 2014 et en septembre, le chef d'État met en place la gestion des équipes nationales et donne celle-ci à la FECAFOOT. Quand elle veut réunir de son comité, écrit au ministre des Sports pour lui dire, veuillez désigner deux cadres de haut rang, deux responsables de haut rang pour une commission que je veux créer ici. Le ministre désigne 2 personnes, ne sait pas ce que le président de la FECAFOOT va en faire. Et ça dit que nous subissons la constitution de la commission dans les journaux, comme vous et moi. C'est-à-dire que c'est sur le net que nous savons que M. Tado est le président de cette commission. Parce que c'est le président qui l'a désigné. Le ministre n'y est pour rien. Le ministre a juste désigné 2 responsables. Le président en fait, le président est le rapporteur. Dans ses prérogatives, il a ce droit-là. Et maintenant, il a rejoint 2 techniciens de haut vol, Mangongen et Sonken. Vous savez que le directeur technique national et son adjoint. Monsieur Sonken est aujourd'hui le principal animateur de la direction technique nationale. C'est lui qui connaît vraiment les tenants et les aboutissants de la direction technique nationale aujourd'hui. Voilà la commission. Où est donc le ministre dedans? Le ministre, sa faute est-il d'avoir désigné 2 personnes, j'en pleure. Et le ministre encore, pendant que le ministre est plein, tous les journaux le matin disent que Mila veut imposer le roi. Maintenant, Mila, lui, je vous dis, il est au-dessus, parce qu'il a accepté un compromis, parce qu'il a accepté que les choses bougent, que sa faute. Je vais vous dire, M. Bouba, le ministre des Sports actuel arrive dans un contexte comme un officier d'état-major. Nous avons des missions, nous devons organiser la Coupe des Nations. Et pour revenir, il n'a jamais annulé le verdict de la Chambre de conciliation. Une chambre à laquelle moi, personnellement, je dois beaucoup. Alors, et à laquelle je crois essentiellement, pas sa force, même à l'extérieur. Je ne sais pas le débat aujourd'hui. Il fait une mise au point. Il a besoin d'un interlocuteur pour avancer. Et cet interlocuteur lui a été laissé par la CAF et la FIFA. Voilà le travail de la CAF et la FIFA qui lui laisse quelque chose. Il dit, il n'annule pas, il ne s'attaque pas à l'œuvre de il dit que moi, je veux un interlocuteur. J'ai un mandat. Je dois avoir un interlocuteur technique pour me permettre d'organiser la Coupe des Nations. Je dois avoir un interlocuteur technique pour réveiller ce sport qui est malade. Il prend et il dit que comme quelqu'un était pas le débat. Et que tu vas le... Non, je vous dis, alors je vous dis, pour les entraîneurs, laissez les gens tranquilles. Faisons confiance à l'administration. Si vous voulez, dites qu'il est jubilateur, comme on l'a accusé dernièrement, mais c'est lui qui le fait. Et laissez le ministre Emila tranquille dans cette affaire. Alors, est-ce que ça pose un problème d'expertise nationale, finalement, quand on regarde un peu la shortlist? Sur la shortlist, on a un seul Camerounais qui, par ailleurs, arrive en 5e position, parce que on a 3 Français en tête, avec un Serbe et un Camerounais qui est à la 5e position. Est-ce que ça remet en cause l'expertise nationale? Pas du tout. Et je vais avoir fait une précision à l'égard de M. Atana. Vraiment. Pascal Atana. Parce qu'en pleurant beaucoup sur ce plateau, il va faire croire aux gens que j'en ai après Tombi Aroko ou bien le ministre. Non, vraiment, ce n'est pas de ça. Jamais pleuré. On ne fait pas parce que tout à l'heure, vous avez dit j'en pleure. Donc, vraiment, ne versez pas trop de larmes. Voilà. S'il vous plaît. C'est Georges qui a la parole. C'est Georges Alain qui a la parole. Je vais une fois de plus citer le ministre des Sports qui à l'Assemblée a dit que l'expertise camerounaise est une expertise avérée. C'est pour ça que M. Bellinga a été désigné. Sauf qu'il a été désigné par intérim. Il a dit devant les députés, M. Bidoumka. Donc, il n'y a pas un problème d'expertise. Simplement, le gouvernement, je pense, est dans la posture du fameux proverbe chinois qui dit que le chat soit blanc ou noir, l'essentiel, c'est qu'il attrape la souris. Maintenant, nous disons, d'accord. Alors, si le chat est blanc, nous demandons simplement que ce soit le bon chat blanc. Demandons simplement que ce soit le bon chat blanc. Pas les chats. On a connu d'autres chats blancs ici, comme Denis Lavagne. On a connu Philippe Redon. On a connu d'autres sorciers blancs
Tout à l'heure que le Camerounais qui est 5e, ce n'est même pas Alexandre Bellinga, je me demande s'il a postulé. Il a postulé. Il a postulé tout de même. Donc je pense qu'il faut que cette sélection s'effectue dans les règles de l'art. Maintenant, le journaliste doit rappeler également un certain nombre de choses. Si nous rappelons que voilà ce que le décret de 2014 dit, voilà ce qui se passe. Le rôle du journaliste, c'est de dénoncer les cas entre la norme et la pratique. Et c'est ce que nous avons fait. Nous n'avons rien de particulier après M. Bidoumpat ou M. Tombi. Vous connaissez ma position sur les problèmes de la FECAFOOT. Moi, j'ai toujours estimé qu'il faut tourner la page. Ou M. Tombi, vous connaissez ma position sur les problèmes de la FECAFOOT. Moi, j'ai toujours estimé qu'il faut tourner la page. On a trop passé le temps dans les miasmes juridiques. Et vraiment, il faut tourner la page. Ça, c'est mon opinion. Alors, même Maï. Oui, je voulais juste te dire que nous sommes très heureux aujourd'hui qu'ils puissent avoir peut-être cette shortlist, mais j'interroge. Parce que j'ai eu la chance de travailler avec une association des supporters des équipes nationales de Cameroun. Et puis il s'est trouvé à un moment donné, quand on parlait de la sélection des entraîneurs, que c'était une guerre de positionnement. Une guerre de positionnement qui repose au problème du partage du gâteau. Mais il y a des critères. Non, je veux bien. C'est de la poudre aux yeux. Parce que dès qu'il s'agit des Européens, on travaille sur la base des critères. Je voudrais aller. Et ça, je dis et j'assume ce que je dis. Il y a les critères, mais c'est de la poudre aux yeux. Parce qu'à la réalité, pourquoi ce déphasage entre le salaire qu'on paye à l'Européen et ce qu'on veut bien payer aux Camerounais? Parce qu'il faut le comprendre. Très récemment, Volte Finke, j'aurais pu par assimilation dire que c'est même un Camerounais, a dit je vais faire le grand déballage parce que c'est qu'on avait promis. Parce qu'il était couché sur le papier, on ne m'a jamais payé ça. Parce qu'il y avait des principes de retour commission. Donc, ce qui est juste aujourd'hui, moi j'ai bien envie de me poser la question en tant que Camerounais, qu'est-ce qu'on reproche à Alexandre Bellinga? Il est en train de produire quelques résultats. On aurait pu laisser ce monsieur continuer de travailler. Il était intérimaire. Il est arrivé... Un intérimaire doit faire justement ses preuves. Un intérimaire fait ses preuves et il vient être confirmé. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'on lui reproche? Quel était l'intérêt pour nous aujourd'hui de changer? Dans ce changement, qu'est-ce qu'on y gagne? Parce qu'il faut être proréactif, interroger l'avenir. Si aujourd'hui, les gens se retrouvent mieux avec leur semblable qu'Alexandre Bellinga, qui est en train de venir produire les résultats, moi, ça me suffit largement. Et je dis, la première guerre dans le monde du football, que moi je connais un peu, c'est d'abord le vestiaire. Si par, par intrusion, les gens n'acceptent pas quelqu'un qui vient d'ailleurs, on ne va jamais produire les résultats. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui, dans le vestiaire camerounais, il y a une très bonne ambiance et que les gens se retrouvent mieux dans la philosophie de Bellinga. Si on ne lui reproche rien, je ne sais pas pourquoi, il y avait un intérêt si pressé, n'est-ce pas, à le pousser à la porte en faisant croire à un moment donné ou à un autre qu'on fait appel à la candidature. Mais je dis, vous verrez très bien, et l'avenir va m'interroger là-dessus, ça serait une question de salaire mirobolant pour celui qui vient d'ailleurs. Attends un mandat suite le procès. Oui, moi je pense que le moment n'est pas indiqué pour que nous entrions encore dans des polémiques, de mon point de vue, passablement stériles. Parce que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, M. Bidoumpat, a une mission régalienne. Une mission de résultats. Je vois en lui un ministre de mission. Le chef de la nation lui a confié une mission, gagner la Coupe d'Afrique des Nations version féminine en 2016, gagner la Coupe d'Afrique des Nations version masculine en 2019. Voilà, et dans l'intervalle à 2017. Donc, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a, me semble-t-il, un avantage dedans, comme on dit en langage sportif. Il a été dans la maison, il a produit des résultats que tous les Camerounais de très bonne volonté se devraient aujourd'hui encore d'applaudir. Et je voudrais personnellement inviter le peuple camerounais à faire confiance à M. Bidoumpat. Dès que j'ai dit cela, je voudrais simplement ajouter ceci il vient un moment où quand un pays a passé le temps à gagner, quand l'échec pointe à l'horizon, on a des difficultés à trouver la voie du succès. Et la première disposition que nous devrions, nous tous, peuple camerounais, frères et sœurs tant que nous sommes, mettre sur la table, c'est d'essayer d'être d'abord cohérents et de voir des choses positivement tous ensemble. J'entends maître l'avocat qui parle tout de suite là, qui fait déjà comme des procès d'intention à ceux qui sont chargés de désigner. Non, moi je crois que ce n'est pas la bonne attitude. Faisons confiance à ceux qui ont reçu de la République, chacun à son niveau. Le devoir et la mission de trouver un entraîneur à la tête de l'équipe nationale du Cameroun, un des plus beaux fleurons de notre pays. Les Lions indomptables font partie des plus... Tout ce que, dans nos armoiries, dans l'histoire de ce pays, dans sa flamboyance au cœur des nations, eh bien, l'équipe nationale du Cameroun est notre fierté. Et donc, si ceux qui viennent en viennent encore à s'amuser pour que les Lions reviennent dans ce qu'on a vu au Brésil en 2014, dans tout ce qui a suivi, dans l'échec,
dans la honte nationale, eh bien, j'ai envie de dire que ceux qui doivent tirer les conséquences de cela devraient les tirer. Voilà, il faut donc qu'on reste positif, qu'on reste optimiste. Alors, professeur Mathias Eric Onangini, on a vu avec le choix, par exemple, d'Otto Pfister, qui arrivait en 12e position, et c'est finalement lui qui a été choisi. Est-ce qu'on peut assister à ce scénario, parce que pour ne pas le nommer, le Camerounais qui arrive en 5e position, c'est Omok Charles, qui a été au Congo. Est-ce qu'on peut assister, par exemple, à ce miracle-là, Omok Charles puisse venir à être choisi comme entraîneur? C'est toujours possible, mais c'est difficile. Très clairement, tel que la machine s'oriente, c'est la logique du sorcier blanc qui prévaut. Maintenant, on aurait une heureuse surprise si M. Omok arrivait comme le choix final, parce qu'il a déjà fait ses preuves en dehors du Cameroun, notamment avec les FC Léopard de Dolisie. Mais tel que les choses sont... Même avec l'équipe nationale du Cameroun, oui, il a déjà été adjoint. Il a en déjà été adjoint 2002. Dans le système. Bon, moi je dis que nous nous constituer une coaching si nous ne donnons pas la possibilité aux Camerounais d'entraîner pendant nous serons toujours dans la logique de la dépendance, dans la logique de l'extraversion. C'est ça que j'appelle le complexe de Meka, du nom du personnage, du vieux nègre et la médaille. À un moment donné, il faut savoir aussi mûrir. Et la maturation ici, c'est de faire confiance au Cameroun. Si un ne produit pas les résultats, on trouve un autre et on continue. On peut de temps en temps avoir un entraîneur étranger. Ça, ce n'est pas un problème. Ça peut même oxygéner. Mais si la logique, c'est de remplacer toujours un étranger par un étranger, nous n'aurons jamais de maturité en ce qui concerne le coaching. Or, ce dont il est question, c'est de cela qu'il est question. Il faut que les Camerounais puissent maîtriser toute la chaîne de la préparation de l'équipe nationale jusqu'à la sélection et puis jusqu'à la compétition. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Pascal Atangala, une délégation séjourne déjà du côté de l'Europe pour auditionner les autres entraîneurs, du moins les 4 sur la short list. Doit-on s'attendre de l'équipe nationale du Cameroun? Heureusement que, je ne sais pas si vous les avez vus partir, ou bien on vous a informé. De sources sûres, La délégation est partie hier. La délégation est partie hier. On a pris la peine de vérifier l'information. D'accord. Il est question d'auditionner et de remonter. Je vous dis, M. Bouba, ce qui se passe actuellement, nous avons mis la direction technique nationale en place depuis très peu de temps. Il nous faut un tissu, c'est-à-dire un sommier d'entraîneurs camerounais de bonne qualité. Non, écoutez un peu, non, je vais vous dire, nous avons eu des entraîneurs, nous avons eu des professeurs. On n'a plus beaucoup de temps, laissez Pascal terminer, s'il vous plaît. Laissez Pascal terminer, professeur, s'il vous plaît. Et ce sommier va d'abord mûrir. Sur le temps, non, écoutez un peu, vous savez, 60 ans. C'était hier, c'était les professeurs d'éducation physique. Parce qu'on ne répondait pas, professeur. Alors, la question, ils vont pour auditionner, s'ils sont partis, ils vont pour auditionner les candidats. Que chacun connaisse sa vision et ses motivations à entraîner le Cameroun. Et moi, je crois que tout celui qui est sur la liste, quel que soit son rang, peut être l'entraîneur national sélectionneur du Cameroun, sûrement dans les prochains jours. Certainement avant la fin de l'année. Avant fin d'année. Avant la fin de l'année. Donc ça veut dire que d'ici à vendredi prochain, on aura un entraîneur. Non, la fin de vendredi, c'est Noël. Après Noël, c'est l'autre vendredi. Mais dans 2 semaines, certainement, parce qu'il ne faut pas faire attendre. Plus on fait attendre les gens, là on dit qu'il y a des magouilles qui se font un examen, on remplit le verdict et ça nous permet d'avancer. Voilà, il reste 1 minute, 30 secondes pour vous et puis on termine. Juste pour dire 30 secondes. Très rapidement, s'il vous plaît. Vous parlez d'aller auditionner les entraîneurs, je dis, moi j'ai pas besoin d'avoir un langage politiquement correct. Moi je parle des faits. Je dis à la réalité, pour juger d'un entraîneur, c'est une question de palmarès. On n'a pas besoin de se déplacer. On lit le palmarès d'un individu, on essaie de lui faire confiance, c'est tout. Mais tout le monde est unanime ici avant qu'on ne se sépare. Aujourd'hui, les Camerounais sont en train de travailler. Beaucoup ont produit des résultats et continuent de produire des résultats. Et comment moi, arrêter son contrat? Je ne vois pas quelle urgence il y avait aujourd'hui à mettre, par exemple, Bellinga
de côté. Ceux qui veulent avoir un langage politiquement correct, c'est leur droit. Mon voisin de droite a l'art, n'est-ce pas, de rectifier tout ce que les autres disent. Mais moi, j'ai dit, à la réalité, les autres sur le plan international, les entraîneurs ont des structures. C'est ce qu'on appelle des managers. Donc, les entraîneurs comme des joueurs, ce sont des produits qui se vendent. Et un produit qui se vend, en droit chez nous, on dit pas d'intérêt, pas d'action. Ce qui est en train de vouloir se faire, ce qu'on appelle le parlementarisme de couloir. C'est-à-dire les négociations occultes qui vont déboucher à un choix que les autres ont déjà. D'accord. Maître, comme votre voisin de droite, c'est Charles Tangalamanda, et il est toujours en train de rectifier ce qu'elle a dit. Rectification, Charles Tangalamanda, pour terminer. Ça, c'est les techniques de plaidoyer des avocats. Mais vous savez que je ne suis ni musélable, ni déstabilisable. La régie me signale qu'on va découper. Mais je voudrais vous rassurer, cette fois-ci, je ne vais pas vous rectifier. Je rectifie ce qui doit être rectifié. J'ai une mission, quand je viens dans le champ médiatique, dans l'espace public, à apporter la bonne information et veiller à ce que le public soit bien informé. Maintenant, ce que moi je voudrais dire, c'est que les Camerounais attendent de voir les lions indomptables un nouveau conquérant. L'esprit lion, cet esprit qui rejaillit dans la force de notre pays et dans la force de chacun d'entre nous. Et des deux, les Camerounais attendent justement de retrouver leur fierté et leur grandeur à travers cette équipe nationale du Cameroun. Et donc, je termine en disant que ceux qui doivent choisir un entraîneur doivent déjà savoir. Moi, je passe ma vie professionnelle ces dernières années à scruter l'opinion publique. Quand vous suivez ce que nous avons dit ici, eh bien, nous tous, dans la grande majorité, nous sommes pour un entraîneur national camerounais. La tête des lions indomptables. Donc, ils doivent savoir que même s'ils prennent un sorcier blanc, il faudrait qu'il ait un adjoint qui soit camerounais et qui veille à l'esprit et à l'âme de notre pays. Merci, cher monsieur, d'être venu à ce débat. Pascal Atangana, professeur, merci. Georges Alain, merci à vous, Charles Tangalamanda. Merci, Maître Marmaï. Ne manquez pas le rendez-vous de 20h30, l'Arène, qui reçoit le professeur Titus Edjoa. D'ici là, moi, je vous demande de continuer à rester, à regarder les programmes de Canal 2 International. La rediffusion de ce programme, c'est lundi quand il sera à 23h. Bien le bonjour.